Et si le véritable progrès de votre ville ne dépendait pas du gouvernement, mais de vos choix quotidiens? Chaque fois que quelqu'un cherche un avantage personnel, un autre y perd. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment la coopération peut transformer une nation en commençant par vous. Coopérez avec votre patrie pour vous grandir vous-même. La nation est le rassemblement de nous tous. Cependant, évitez de ne rechercher que des avantages personnels, car ce que vous retirez en surplus pour vous-même nuira à autrui, qui recevra moins. Toute fonction est utile à la communauté, et le bien de la collectivité se distribue à tous les citoyens. N'abusez pas de vos privilèges. Ce message nous conduit vers une histoire réaliste, où les choix individuels construisent ou corrodent une ville entière. Apollo, viens avec nous. Dans cette ville, les murs parlaient plus fort que les habitants. Non pas à cause de graffitis, mais à cause du silence. Un silence épais, accumulé derrière des rideaux métalliques baissés, dans des entrepôts vides couverts de poussière, et dans les regards fatigués de ceux qui avaient essayé une fois, et n'avaient plus essayé ensuite. Les rues existaient encore, les bâtiments aussi, mais l'âme de la ville s'était rétractée. Elle avait grandi en taille, mais rétréci en courage. Les petits commerces fermaient les uns après les autres. Ateliers, épiceries, menuiseries, ateliers de confection. Des entreprises familiales, transmises sur plusieurs générations, s'effondraient non par manque de travail, mais par épuisement. Les aides publiques étaient toujours annoncées, rarement accessibles à ceux qui en avaient réellement besoin. Elles semblaient circuler sur le même axe, grands groupes, même nom, promesses recyclées. Pour l'entrepreneur local, le message était clair, même s'il n'était jamais prononcé à voix haute, ce n'est pas pour vous. C'est dans ce contexte qu'Elias est apparu. Il n'est pas arrivé en leader. Il ne s'est pas présenté comme un sauveur. Il ne criait pas de slogan et ne levait pas de drapeau. Il marchait. Il observait. Il s'asseyait sur des bancs publics, sur des chaises en plastique devant les maisons, dans les arrière-boutiques improvisées de magasins presque vides. Il écoutait plus qu'il ne parlait. Jeune, urbain, attentif. Fils d'un mécanicien et d'une couturière, il avait appris très tôt que la dignité naît du travail, mais qu'elle ne fleurit que lorsqu'il existe de véritables opportunités. Ce qui le dérangeait n'était pas la pauvreté en soi, mais l'indifférence organisée. Un système qui semblait très bien fonctionner, tant que personne de l'extérieur ne tentait d'y entrer. Pendant que beaucoup se plaignaient sur les réseaux sociaux, Elias fréquentait les lieux oubliés. Des conseils municipaux désertés. Des audiences publiques avec plus de chaises que de personnes. Des réunions techniques organisées à des horaires improbables, presque comme si l'on ne voulait pas de public. Il apportait des données simples, mais vivantes. Des histoires avec des noms, des visages et des adresses. Il montrait que les petits entrepreneurs ne demandaient pas des faveurs, mais des conditions équitables. Il défendait quelque chose de direct, une formation pratique, un crédit juste et moins de bureaucratie prédatrice. Rien de plus. Rien de moins. Il n'était pas naïf. Il savait que des intérêts plus puissants résisteraient. Et ils ont résisté. On l'a traité de rêveur. Certains l'ont qualifié d'opportuniste. D'autres disaient qu'il voulait se montrer, que tout cela n'était qu'un tremplin politique mal déguisé. Elias écoutait tout avec une sérénité presque déconcertante. Il ne répondait pas par des attaques. Il répondait par des propositions. Il ne disputait pas les récits, il construisait des chemins. Il a créé des groupes d'études avec des commerçants qui avaient déjà fait faillite une fois. Des ateliers gratuits dans des écoles abandonnées le week-end. Des réunions nocturnes dans des salles prêtées par des églises et des associations de quartier. On y parlait de trésorerie, de prix, de stock, d'erreurs, surtout d'erreurs. Parce que presque tous avaient échoué seuls. Mais il y avait un obstacle majeur, l'argent. Les banques ne faisaient pas confiance. Les taux étaient intenables. Les appels d'offres publiques exigeaient des garanties que personne ne possédait. Elias a commencé à frapper aux portes. Coopératives, fondations, investisseurs locaux désabusés, entrepreneurs retraités qui avaient encore quelques réserves et beaucoup d'expérience. Tous n'ont pas cru. Beaucoup ont fermé la porte. D'autres ont ri. Certains ont promis de rappeler et ne l'ont jamais fait. Malgré cela, de petites sommes ont commencé à apparaître. Peu, presque symboliques, mais suffisantes pour commencer. Le second défi était l'espace. Les locaux disponibles étaient mauvais. Entrepôts sans électricité adéquate, bâtiments avec de vieilles infiltrations, terrains abandonnés sans assainissement. Elias a commencé à négocier des mises à disposition temporaires, des prêts d'usage, des loyers symboliques. Il convainquait les propriétaires qu'un espace vide valait moins qu'un espace vivant. Cela ne fonctionnait pas toujours. Parfois, seulement quelques mois. Mais chaque tentative laissait un apprentissage. Peu à peu, quelque chose a commencé à bouger. Une boulangerie a rouvert dans un coin oublié,
devenant aussi un point de rencontre du quartier. Un ancien atelier est devenu un espace culturel et commercial à la fois. Un entrepôt semi-abandonné, avec un toit improvisé, s'est transformé en espace partagé pour micro-entreprises, couture, menuiserie légère, maintenance, services numériques simples. Rien n'était parfait. Il manquait des structures, l'improvisation débordait. Mais il y avait de la dignité. Elias répétait toujours. Quand un seul grandit, la ville perd. Quand nous grandissons ensemble, tout le monde gagne. Le mouvement a commencé à déranger lorsque les chiffres sont apparus. Pas dans des rapports sophistiqués, mais dans la réalité. Moins de chômage dans les quartiers périphériques. Moins de vandalisme. Plus de circulation économique locale. Des gens qui recommençaient à ouvrir leurs portes le matin. Des enfants qui voyaient à nouveau leurs parents travailler. Ce qui était autrefois traité comme une utopie devenait une statistique. La résistance institutionnelle s'est intensifiée. Contrôle excessif. Exigence soudaine. Tentative subtile de délégitimer le mouvement. Elias a ressenti le poids. Il y eut des nuits où il pensa abandonner. Des moments où la fatigue semblait plus grande que le sens. Mais quelque chose le soutenait, les personnes. Celles qui avaient recommencé à croire. Lorsque le gouvernement a finalement compris qu'ignorer ce mouvement aurait un coût politique, l'invitation est arrivée. Sans enthousiasme, mais avec prudence. Elias a été invité à présenter le projet lors d'une session officielle. Beaucoup attendaient un discours enflammé. Il a apporté des graphiques simples, des photos, de courts témoignages. Il a peu parlé. Il a montré des résultats. Il a répété qu'il ne voulait pas de poste. Il voulait des structures. L'impensable s'est produit. Un secrétariat spécial pour le développement de l'entrepreneuriat local a été créé. Un petit organe technique, axé sur la formation pratique, le microcrédit responsable et une réelle simplification des processus. Elias a refusé les privilèges. Il a exigé des conseils mixtes, de la transparence, des indicateurs publics et une rotation des responsabilités. La ville n'est pas devenue parfaite. Aucune ne le devient. Mais elle est devenue vivante. Là où il y avait du silence, il y avait des conversations. Là où il y avait des portes fermées, il y avait du mouvement. Là où il y avait de l'abandon, il y avait de nouvelles tentatives. Elias a enseigné quelque chose de simple et de profond. Le patriotisme urbain n'est pas un discours enflammé. C'est créer des conditions pour que personne n'ait besoin de prendre plus que nécessaire et pour que chacun ait un espace pour grandir. La ville n'a pas changé parce que quelqu'un l'a promis. Elle a changé parce que quelqu'un a insisté. Et cela, à la fin, a suffi pour commencer. Lorsque nous écoutons l'histoire d'Elias, nous comprenons qu'elle ne naît pas seulement de la stratégie, de la planification ou de l'intelligence administrative. Elle naît d'un principe ancien, silencieux et profondément spirituel. L'Écriture n'a jamais traité la communauté comme un simple rassemblement d'individus, mais comme un corps vivant et interdépendant, où l'excès de l'un compromet la santé de tous et où le manque de l'un affaiblit l'ensemble. La première référence nous conduit à 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 12, lorsque l'apôtre Paul enseigne que le corps est un, mais composé de plusieurs membres. Chaque partie a sa fonction, son temps et sa dignité. Aucune n'est superflue. Aucune n'existe uniquement pour servir indéfiniment une autre. Lorsque l'une souffre, tout le corps souffre. Lorsqu'une est ignorée, le corps perd en efficacité et en équilibre. Comme dans la ville d'Elias, lorsque le petit entrepreneur est étouffé, ce n'est pas seulement une entreprise qui ferme, c'est une artère économique qui se rompt. Dieu ne célèbre ni les privilèges abusifs ni les concentrations démesurées, mais l'équilibre fonctionnel qui permet la vie et le mouvement. La seconde référence nous conduit à Proverbes, chapitre 11, verset 1. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Nous apprenons ici quelque chose d'essentiel, les systèmes injustes n'ont pas besoin d'être illégaux pour être moralement corrompus. Lorsque les règles favorisent toujours les mêmes, lorsque l'accès est bloqué par des exigences disproportionnées, une balance faussée s'installe. Elias n'a pas combattu des personnes ni même des institutions en tant que telles. Il a confronté des poids falsifiés. Il a recherché une justice pratique, quotidienne et concrète, non des discours enflammés ni des slogans vides. Enfin, nous rappelons Jérémie, chapitre 29, verset 7. Recherchez la paix de la ville où je vous ai déporté, et priez l'Éternel en sa faveur, car de sa paix dépend la vôtre. Ce verset oriente le peuple à rechercher la paix de la ville où il vit, car dans cette paix se trouve sa propre paix. C'est la synthèse de cette histoire. Elias a prospéré parce qu'il a choisi de coopérer, et non de concurrencer de manière prédatrice. La ville a prospéré parce que quelqu'un a refusé d'exploiter des avantages personnels au détriment du collectif. Il a compris que la croissance véritable ne se fait pas contre la ville, mais avec elle. Ces passages ne sont pas des phrases religieuses destinées à produire une émotion. Ce sont des fondements spirituels et sociaux pour une société fonctionnelle, saine et durable.
Dans le prochain cadre, Apollo nous conduira à une réflexion plus intime. Comment appliquer ces principes à notre vie quotidienne, à nos choix et à la manière dont nous participons à la ville où Dieu nous a placés. L'histoire d'Élias nous confronte avec sérénité, mais aussi avec fermeté. Elle n'accuse pas, ne pointe pas du doigt, ne contraint pas. Pourtant, elle nous oblige à poser une question inévitable. Dans quelle mesure nos choix contribuent-ils réellement au bien commun ? Nous vivons dans une culture qui confond souvent ruse et sagesse, avantages immédiats et intelligence stratégique, profit rapide et prospérité durable. Élias nous rappelle que tout ce qui génère un gain ne construit pas nécessairement l'avenir. Entreprendre, à la lumière de cette histoire, ce n'est pas seulement créer des entreprises ou atteindre un chiffre d'affaires. Entreprendre, c'est assumer une responsabilité. C'est comprendre que chaque décision, même la plus petite, résonne au-delà de notre propre portefeuille. Elle touche des familles, des quartiers, des villes entières. Élias n'a pas rejeté le succès individuel. Il a simplement refusé qu'il existe au prix de l'échec collectif. Et cela révèle une maturité spirituelle. Une conscience de sens. La Bible n'a jamais condamné la croissance. Au contraire, elle l'encourage lorsqu'elle naît du travail honnête, de la justice et de la bonne gestion. Ce que l'Écriture confronte, c'est la croissance qui se nourrit de l'exploitation, du déséquilibre et de l'avantage disproportionné. Lorsque nous alignons nos projets sur l'éthique, quelque chose change intérieurement. Nous dormons mieux. Nous décidons avec plus de clarté. Nous construisons non seulement des résultats, mais un héritage. Et l'héritage est ce qui demeure lorsque le profit a déjà été dépensé. Index revers pointant vers la droite blanc si ce contenu fait sens pour vous, pensez à aimer cette vidéo. Ce geste simple nous aide à continuer à transmettre des réflexions profondes à davantage de personnes. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et avancez avec nous. Vos commentaires ne sont pas de simples métriques. Ils nous orientent, nous interpellent et renforcent cette communauté qui pense, construit et grandit ensemble. En revenant à la réflexion, nous comprenons que les villes n'échouent pas seulement à cause de la corruption institutionnelle, mais aussi à cause de l'omission quotidienne. De petites concessions morales. De silences répétés. Chacun de nous occupe une fonction utile au sein du corps social. Lorsque nous l'ignorons, nous ouvrons la porte au déséquilibre. Lorsque nous la respectons, la prospérité cesse d'être un privilège et devient une conséquence naturelle. Élias nous enseigne qu'il ne suffit pas de se plaindre du système. Il faut agir en son sein avec conscience, courage et cohérence. Il n'a pas changé la ville seul, mais il a été le point d'inflexion qui a réveillé les autres. Cela nous rappelle que la transformation commence rarement sur de grandes scènes. Elle naît de décisions discrètes, mais constantes. Et pour conclure, voici une invitation silencieuse. Quel type de croissance recherchons-nous ? Une croissance qui consomme ou une croissance qui construit ? Un succès qui isole ou un succès qui fait naître la vie autour de lui ? Répondre à cela est plus qu'une réflexion. C'est un positionnement. Si cette réflexion a éveillé quelque chose en vous, une vidéo s'affiche maintenant à l'écran et approfondit encore ce chemin intérieur. Continuez avec nous. Penser fort est un parcours de croissance consciente. Merci de marcher à nos côtés. À très bientôt.